l'histoire vient de révéler l'un de ses secrets les mieux gardés. Pendant plus de 2000 ans, le dernier lieu de repos de Cléopâtre a été le plus grand chapitre manquant du monde ancien. Des empires se sont élevés et sont tombés, des déserts ont changé et d'innombrables explorateurs ont cherché. Pourtant, sa tombe est restée intacte, jusqu'à présent. Profondément sous les sables d'Égypte, les archéologues ont pénétré dans une chambre scellée que beaucoup croyaient ne jamais être trouvée. Et ce qu'ils ont découvert n'était pas seulement de l'or ou des statues, c'était quelque chose qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur Cléopâtre ces derniers jours et le pouvoir qu'elle aurait pu emporter dans la tombe. Dans l'obscurité des symboles sont apparus là où il ne devrait y en avoir aucun. Des objets étaient motis et positionnés avec une précision troublante. Et une découverte a amené les experts à admettre discrètement que cette tombe avait été conçue pour transmettre un message à travers le temps, un message que nous n'étions jamais censés lire. Avant que nous révélions exactement ce qui a été trouvé et pourquoi les historiens sont stupéfaits, prenez une seconde pour aimer et vous abonner, car une fois que vous entendrez ce qui se trouvait à l'intérieur de la tombe perdue de Cléopâtre, l'histoire ne sera plus jamais la même. Le mystère commence. Pendant plus de 2000 ans, Cléopâtre VII est restée l'une des souveraines les plus étudiées de l'histoire. Elle était le dernier pharaon d'Égypte, une stratège qui a affronté Rome, a régné avec intelligence et a construit une image suffisamment puissante pour survivre à des siècles de récits. Pourtant, une partie de son histoire est restée non résolue. Les récits romains décrivent son enterrement comme convenant à une reine, mais aucun ne révèle où cela a eu lieu. Pour les archéologues, cette absence est devenue plus qu'un mystère. C'est devenu une obsession qui a traversé des générations. Les prêtres égyptiens anciens ont laissé derrière eux des descriptions cryptiques de ces derniers rites. Ils ont écrit qu'elle était une mariée retournant vers Osiris et que son union n'était pas vue par les hommes. Les historiens débattent de ces phrases depuis des siècles. Certains pensent que les prêtres décrivaient un rituel secret effectué profondément dans un sanctuaire. D'autres croient que les mots étaient des instructions délibérées destinées à cacher son corps pour toujours. Chaque nouvelle expédition prétendait être proche de la vérité, mais chaque piste s'effondrait en spéculation. La découverte de l'anomalie. En 1972, une équipe sismique soviétique effectuait des tests au sol près du lac Mariot, un lac salé peu profond au sud-ouest d'Alexandrie, en Égypte. Officiellement, ils cherchèrent du pétrole, mais sous le calcaire, leurs instruments ont commencé à détecter quelque chose d'inattendu, une vibration lente et répétitive. Ce n'était pas assez fort pour être de la machinerie et c'était bien trop régulier pour être un tremblement de terre naturel. Les habitants des environs ont donné à la région un nom Ab al-Nafas, le lieu qui respire. Les scientifiques ont enregistré les relevés et sont passés à autre chose. Les signaux ont été enregistrés, classés et jamais réexaminés. Lorsque le projet a pris fin, les données ont disparu dans les archives et ont été oubliées. Il y avait des raisons pratiques au silence. Le financement s'est asséché, les tensions politiques ont augmenté. Les priorités de recherche ont changé. Au milieu de la guerre froide, personne n'avait le temps ni l'intérêt pour un étrange rythme pulsant enfoui sous le sable égyptien. Pendant près de 30 ans, l'anomalie est restée intacte en attente. Cela a changé au début des années 2000. De nouveaux relevés satellites ont ciblé la même crête calcaire et ce qu'ils ont révélé était troublant. Sous la surface se trouvaient des formations géométriques, des formes nettes et symétriques que la nature ne crée généralement pas. Des scans thermiques et radars ont montré que ces structures s'étendaient sur plusieurs mètres sous terre. Les analystes ont suggéré qu'il pourrait s'agir des restes d'un complexe artificiel intentionnellement enterré. Les sceptiques ont blâmé la distorsion d'imagerie. D'autres n'étaient pas convaincus. Lorsque les chercheurs ont cartographié les formations sur une grille numérique, un motif plus large est apparu. Le contour ressemblait à un ankh, le symbole égyptien ancien de la vie. Ce n'était pas gravé dans la pierre. Il n'existait que dans les données elles-mêmes invisibles à l'œil nu. D'autres rapports ont laissé entendre que le motif s'étendait vers un plateau historiquement lié à la déesse Isis. Cléopâtre se désignait souvent comme l'incarnation vivante d'Isis, et cette connexion a ravivé un long débat dormant. À ce stade, la recherche avait changé. Ce n'était plus une chasse romantique pour une reine perdue. C'était devenu une enquête scientifique. Les relevés satellites détectaient des signatures de chaleur inhabituelles sous le sable, tandis que des échantillons de sol révélaient des traces d'anciens plâtres et de résine, des matériaux rarement trouvés dans un sol désert intact. Une légende se transformait en opération. En quelques mois, le ministère égyptien des Antiquités a approuvé une expédition au sol pour enquêter sur le site de première main. Ce que personne n'aurait pu anticiper, c'était ceci. À leur arrivée, le désert lui-même a commencé à bouger.
le désert qui bougeait. Des semaines après l'approbation de la mission au sol par le ministère, une équipe conjointe de scientifiques, d'archéologues et d'ingénieurs experts est arrivée aux coordonnées à l'ouest du lac Mariotte. En quelques heures, après avoir installé l'équipement de surveillance, quelque chose s'est produit que personne ne pouvait expliquer. Les capteurs ont commencé à enregistrer une vibration lente et régulière profondément sous terre. Les relevés se répétaient toutes les 42 secondes parfaitement chronométrées. Au début, les chercheurs pensaient que c'était une erreur. Ils ont remplacé l'équipement, recalibré les capteurs et même vérifié la construction à proximité. Le motif est resté. Toutes les 42 secondes, le même pouls revenait. Ce n'était pas un glitch. Cela venait de la Terre elle-même. Lorsque les données ont été examinées, quelqu'un a signalé un détail troublant. Dans la croyance égyptienne, le nombre 42 avait une signification sacrée. Il symbolisait les 42 juges qui décidaient du sort des âmes dans l'au-delà. La connexion était suffisante pour rendre certains membres de l'équipe mal à l'aise. Quelques-uns plaisantaient sur la coïncidence, mais d'autres commençaient à se demander quel type de force naturelle pouvait battre avec une telle précision. Pour comprendre le phénomène, l'équipe a commencé à scanner la crête la nuit en utilisant l'imagerie thermique. Les résultats étaient inattendus. Sous les dunes, des traînées de chaleur résiduelles formaient des formes courbes se pliant et se reconnectant comme des corridors. Des relevés de drones le lendemain matin ont montré de faibles crêtes suivant ces mêmes lignes. Lorsqu'elles étaient tracées ensemble, les formations créaient une vaste disposition rectangulaire. Les proportions étaient presque identiques aux conceptions de temples de l'époque de Cléopâtre. Des échantillons de carottes ont été prélevés pour vérifier les relevés. Les couches supérieures de sable semblaient normales, mais les sections plus profondes contenaient des fragments de plâtre et des traces de bitume. Ce n'étaient pas des matériaux naturels. Ce étaient des agents d'étanchéité utilisés dans l'Égypte ancienne pour protéger les chambres royales ou sacrées. La découverte a suscité un débat immédiat. Certains croyaient que l'équipe avait enfin découvert un complexe enterré. D'autres soutenaient que les résultats pouvaient avoir été causés par une contamination du sol ou des motifs géologiques aléatoires, une coïncidence plutôt qu'une preuve de construction humaine. Des villageois locaux ont averti l'équipe que déranger la terre réveillerait ce qui dort en dessous. La plupart des scientifiques ont rejeté les avertissements, mais cette confiance a disparu après ce qui s'est passé ensuite. Une nuit, des caméras de sécurité ont capturé le sable lui-même en mouvement. Les images montraient d'enfants de faibles ondulations se propageant à la surface dans le même rythme que le pouls souterrain. Ce n'était pas du vent et ce n'était pas une illusion. Le motif était exact. Des travailleurs qui ont vu l'enregistrement ont refusé de dormir près de la crête. Au cours des jours suivants, les tremblements se sont intensifiés. Le projet a été paralysé alors que la peur se répandait dans le camp. Le ministère des Antiquités est intervenu, ordonnant une excavation contrôlée sous la supervision de la docteure Kathleen Martinez, une archéologue respectée connue pour ses études sur les sites d'enterrement de Cléopâtre. Lorsqu'elle est arrivée, elle a examiné les enregistrements en silence. Son seul commentaire était bref. « Si c'est ce que je pense, nous sommes au-dessus de quelque chose qu'elle voulait que nous trouvions. » L'excavation a commencé à l'aube. Au 3e jour, le désert a commencé à se fissurer, à se déplacer. Sous le sable qui s'effondrait, la pierre est apparue lisse, sculptée et ancienne. C'était la première preuve visible que quelque chose construit par des mains humaines avait survécu sous ce sol intact pendant plus de 2000 ans. Le temple qui parlait en 2 langues. À première vue, le site semblait anodin, juste une autre fondation effondrée de la période dynastique ultérieure de l'Égypte. Mais alors que la poussière se dissipait et que les murs de pierre apparaissaient, les sculptures racontaient une histoire très différente. Les inscriptions identifiaient l'identité de la structure comme Taposiris Magna, signifiant la grande tombe d'Osiris. Pour l'équipe d'excavation, ce nom unique changeait la signification de tout ce qui se trouvait sous leurs pieds. Dans la croyance égyptienne ancienne, Osiris était le dieu de la résurrection, le souverain des enfers, et celui qui accordait la vie éternelle après la mort. Un temple qui lui était dédié n'était pas un sol ordinaire. C'était sacré et possiblement royal. Pendant des décennies, certains historiens avaient théorisé que Cléopâtre avait peut-être choisi cette région comme son lieu d'enterrement. Elle se présentait ouvertement comme l'incarnation vivante d'Isis, la femme d'Osiris. Être enterré à ses côtés à l'intérieur d'un temple dédié à la Renaissance aurait lié sa mort à l'immortalité divine. Le temple se trouvait à environ 45 km de la côte d'Alexandrie, exactement là où les anciens documents plaçaient Cléopâtre pendant ses derniers jours. Le site était jonché de colonnes tombées et des restes de portiques de pierre imposants qui marquaient autrefois son entrée.
Malgré des siècles d'érosion, les murs intérieurs portaient encore des sculptures claires et délibérées. Lorsque les chercheurs les ont examinés sous une lumière artificielle, quelque chose d'inattendu s'est démarqué. Les inscriptions étaient écrites en 2 langues. Des hiéroglyphes égyptiens apparaissaient aux côtés de textes en grec ancien, gravés avec une précision et un soin égaux. Ce détail a stupéfié l'équipe. Les temples égyptiens ne mélangeaient presque jamais les langues, surtout pas dans des espaces sacrés. La docteure Kathleen Martinez a immédiatement compris l'importance de cela. Cléopâtre régnait à l'intersection de 2 mondes, l'élite parlant grec qui gouvernait l'Égypte et le clergé égyptien qui protégeait ses traditions spirituelles. La présence des 2 langues suggérait une approbation royale directe. Selon Martinez, le temple reflétait Cléopâtre elle-même, à la fois souveraine hellénistique et déesse égyptienne. Les découvertes autour du site approfondissaient le mystère. Des pièces frappées à l'effigie de Cléopâtre ont été découvertes près de statues d'Isis tenant un faucon, un symbole de renouveau et de renaissance. L'analyse chimique de l'autel a révélé des traces de résine de lotus bleu et de bitume, des substances traditionnellement utilisées dans les rituels d'embaumement royaux. Des témoins ont ensuite rapporté que les travailleurs restaient silencieux, conscients qu'ils manipulaient des objets restés intacts pendant plus de 2 millénaires. Puis les instruments ont commencé à réagir. Les capteurs au sol ont détecté un bourdonnement à basse fréquence émanant de profondément sous le calcaire. Le son était en dessous de l'audition humaine, mais il apparaissait sur les moniteurs comme des vagues lentes et répétées. Chaque pouce arrivait toutes les 42 secondes, le même rythme enregistré des semaines plus tôt dans le désert. Les ingénieurs ont testé les interférences. Aucune n'a été trouvée. Le signal est resté. Le temple n'était plus de la pierre inerte. Il produisait une vibration mesurable, comme si quelque chose enfoui en dessous communiquait à travers la roche elle-même. Les notes de terrain ont ensuite enregistré que plusieurs travailleurs affirmaient pouvoir sentir un léger tremblement sous leurs bottes. À chaque scan, la vibration s'intensifiait. Les données pointaient vers le bas, sous les fondations de Taposiris Magna. Poussée par une curiosité et une inquiétude égales, l'équipe a choisi de suivre le signal dans le substrat rocheux. Ce qu'ils ont découvert ensuite serait plus tard connu sous le nom de tunnel impossible, le corridor de la Renaissance. Le tunnel impossible, le bourdonnement sous Taposiris Magna se renforçait à chaque scan. L'équipe l'a suivi jusqu'à une couche de calcaire profondément sous le sol du temple. Lorsque le radar pénétrant le sol a été utilisé, l'image qui est apparue sur les moniteurs a plongé la pièce dans le silence. Sous le sanctuaire se trouvait un tunnel taillé dans la roche solide, droit lisse et parfaitement nivelé sur plus d'1 kilomètre. Même les ingénieurs modernes auraient eu du mal à atteindre ce niveau de précision. Au début, les chercheurs pensaient que les relevés étaient incorrects, mais lorsqu'une petite caméra a été abaissée à travers un trou de forage étroit, le flux a confirmé cela. L'objectif a révélé un corridor avec des plafonds courbés et des murs polis comme du verre. Cela semblait fait par l'homme, pourtant il ne montrait aucune marque d'outil, aucun signe d'effondrement, aucune fissure due au temps ou à la pression. Quelqu'un, il y a des milliers d'années, l'avait créé puis scellé parfaitement. Lorsque Martinez a examiné les images, elle a remarqué quelque chose qui se répétait le long des murs. Des sculptures en grec et en égyptien formaient la même phrase encore et encore. Ancre qui signifie vie renouvelée. Elle a suggéré que le tunnel représentait un passage rituel, un chemin conçu pour guider les morts à travers la résurrection. L'équipe a foré. Le son qui a suivi n'était pas le craquement des murs, mais le son de la pierre elle-même qui avait été brûlée de l'intérieur. Ils ont commencé à percer le dernier mur. Le son qui a suivi n'était pas le craquement de la pierre, mais quelque chose de plus lourd, plus bas, une vibration qui pouvait être ressentie dans la poitrine. Lorsque la barrière a finalement cédé une bouffée d'air, s'est échappée aiguë et froide. Elle portait l'odeur de résine et de métal comme quelque chose d'ancien qui avait été piégé pendant des siècles. La poussière se dissipa et l'équipe braqua ses lumières à l'intérieur. Ce qu'ils virent n'était pas une simple tombe. Les murs étaient recouverts d'une couche noire et vitreuse qui réfléchissait leur lumière. Cela ressemblait moins à de la pierre sculptée qu'à de la roche fondue par le feu. Lorsque l'équipe leva ses lumières vers le plafond, elle vit des centaines de minuscules pierres bleues enfoncées dans la surface. Plus tard, l'analyse confirma qu'elles étaient faites d'un minéral appelé lapis lazuli, une pierre rare autrefois utilisée dans les tombes royales. Les morceaux avaient été disposés pour former des motifs d'étoiles créant des scènes montrant la déesse Isis se tenant au-dessus du corps d'Osiris. Ses mains étaient levées alors que des rayons de lumière la reliaient aux étoiles au-dessus de lui. Le plafond n'était pas qu'une simple décoration.
C'était une histoire gravée dans la pierre montrant le moment où les dieux ramenèrent la vie de la mort. Mais les avertissements gravés dans les murs racontaient une autre histoire. En grec et en égyptien, la même phrase se répétait encore et encore. Perturber l'union et l'équilibre se brisera. Personne ne voulait la lire à haute voix. Certains pensaient que c'était un rituel d'offrande. D'autres pensaient que c'était une malédiction. Quoi qu'il en soit, la pièce devint silencieuse. Partout où il regardait, il y avait des signes de scellement soigneux. Des veines de mercure et de plomb traversaient le plâtre. L'air avait une légère odeur de résine. Des jarres brisées bordaient les coins, et sous une colonne, un petit scarabée en or fut trouvé gravé d'une prière liée l'âme à son corps. Martinez l'étudia en silence avant de dire que cette chambre n'avait pas été construite pour exposer les morts. Elle avait été construite pour les contenir. Au centre se tenait une plateforme surélevée en pierre fondue. 2 cercueils étaient côte à côte, leur surface vitrifiée, comme si elles avaient été brûlées par une chaleur intense. Entre eux reposait un cylindre en bronze d'environ la longueur d'un avant-bras gravé de spirales qui scintillaient sous la lumière. Un des chercheurs jura avoir vu le contour d'une larme gravée dans le métal exactement là où le mur avait averti de sang tombant de l'œil gauche. Alors que Martinez s'approchait, le sol trembla. Le pouls, qui hantait leur relevé depuis des semaines, était maintenant si fort qu'il pouvait être ressenti à travers leurs bottes. L'air pesait sur leur poitrine et certains membres de l'équipe reculaient. Martinez ordonna à tout le monde d'arrêter de creuser et de commencer des tests de sécurité. Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient. « Ce n'est pas juste une tombe, dit-elle doucement. Cela nous répond. » Ils se déplacèrent vers le bord de la salle et attendirent, mais les relevés continuaient d'augmenter. Le pouls s'accéléra comme si quelque chose sous le sol s'était réveillé, quelque chose qui attendait ce moment. Le sarcophage noir. Lorsque la dernière barrière se fissura, la pièce tomba dans le silence. Pendant un moment, personne ne bougea. L'air qui s'échappa de la chambre les frappa comme une vague. Ils sentaient la résine, l'ammoniaque, et quelque chose de plus ancien, quelque chose qui brûlait la gorge et piquait les yeux. Quelques travailleurs reculeront, se couvrant la bouche avec un tissu, mais il était trop tard. Les relevés chimiques montrèrent plus tard des niveaux de gaz toxiques piégés à l'intérieur depuis près de 2000 ans. Ce qui aurait dû être un triomphe de l'archéologie ressemblait à un accident qui n'aurait jamais dû se produire. Au centre de la chambre se tenait le sarcophage. Il était différent de tout ce que quiconque avait vu auparavant. Taillé dans un seul bloc de granit noir, il scintillait sous les projecteurs avec un reflet huileux. Le couvercle lui-même pesait plusieurs tonnes et les bords étaient scellés avec un mélange durci de résine et de plomb. Chaque mouvement de la grue résonnait à travers la salle alors que l'équipe se préparait à le soulever. Lorsque le couvercle se déplaça, enfin une bouffée d'air chaud s'échappa. Il faisait plusieurs degrés plus chaud à l'intérieur du sarcophage que dans la pièce environnante. Martinez remarqua immédiatement la différence de température et demanda un scan. La chaleur venait de l'intérieur. Tout le monde s'attendait à ce que les restes à l'intérieur soient froids et cassants, mais ce qu'ils trouvèrent à la place était troublant. 2 figures reposaient côte à côte, enveloppées dans de épais linges de lin entrelacés d'or. Les enveloppements étaient fusionnés ensemble et les masques funéraires avaient fondu dans le tissu, leurs contours à peine visibles. Entre les 2 corps se trouvait un cylindre en bronze. Il était parfaitement positionné entre leurs bras comme une possession partagée. Toutes les quelques minutes, il émettait une légère vibration qui pouvait être ressentie à travers le granit lui-même. Le rythme correspondait au même pouls de 42 secondes enregistré sur tout le site. Alors que les lumières s'ajustaient, l'équipe commença son examen. Le corps masculin était partiellement décomposé, mais les dommages ne semblaient pas naturels. Sa cavité thoracique avait été ouverte intentionnellement, les côtes pliées vers l'extérieur, la cavité cardiaque remplie de résine solidifiée striée de mercure. L'acte n'était pas de la préservation. C'était un rituel. Selon les rapports, certains croyaient que c'était une forme de scellement, un moyen de contenir la force que le corps avait autrefois. Le corps féminin était mieux conservé que le masculin, bien que le temps ait tout de même laissé son empreinte. Les enveloppements étaient épais et rigides, durcis en une coquille qui gardait la forme de ce qui se trouvait autrefois à l'intérieur. Sous les lumières, la surface brillait d'une teinte bronze terne, inégale et fissurée par l'âge. À travers les plis de petites lueurs d'or et d'argent apparaissait une broche près de la poitrine supérieure, un fermoir plus bas le long du torse et un pendentif pressé à plat contre le lin où le cœur aurait été. Il avait la forme d'une femme aux ailes déployées. Martinez se pencha plus près et la reconnut immédiatement. C'était la figure d'Isis, la déesse que Cléopâtre affirmait être son reflet divin.
Puis ils remarquèrent autre chose. Autour du poignet de la femme se trouvait un bracelet moulé en forme de cobra, ses crocs découverts et sa tête levée. Le métal était noirci, mais la forme était indiscutable. Pour les Égyptiens, le cobra était à la fois protecteur et porteur de mort, la même créature censée avoir mis fin à la vie de Cléopâtre. La chambre tomba dans le silence. Selon les rapports, Martinez murmura seulement 2 mots lorsqu'elle le vit. C'est elle. Des tests effectués plus tard confirmèrent que les 2 momies appartenaient à des individus de haut statut. Le séquençage ADN révéla des marqueurs cohérents avec la lignée ptolémaïque soutenant la revendication qu'elles étaient royales. Au moment où l'équipe scella la chambre pour des raisons de sécurité, l'air était devenu lourd et métallique. Le sol sous le sarcophage dégageait de la chaleur et de faibles tremblements parcouraient les murs. Un chercheur décrivit la sensation comme celle de se tenir près d'un moteur à actif. Un autre refusa de réentrer dans la pièce, disant que l'air semblait vivant. L'excavation qui avait commencé avec excitation ressemblait maintenant à une intrusion. Selon les rapports, Martinez elle-même se tenait en silence devant le sarcophage ouvert, son visage pâle sous les lumières de travail. « Nous voulions des réponses, dit-elle doucement, mais cela ressemble à une punition. La découverte confirmait tout ce qu'ils avaient espéré et tout ce qu'ils craignaient. La tombe de Cléopâtre avait enfin été trouvée, mais ce qui reposait à l'intérieur ne semblait pas en paix. Le sarcophage avait donné des réponses et engendré une nouvelle terreur. Pourtant, l'horreur véritable n'était pas ce qui se trouvait à l'intérieur, mais ce qui l'entourait. Le cercle des morts. Au-delà du sarcophage, le passage se rétrécissait et se pliait brusquement vers la droite. L'équipe avançait pouce par pouce, lumière stable, respirateur scellé. Le couloir s'ouvrit enfin dans une chambre circulaire, ses murs sculptés de niches peu profondes. À l'intérieur de chaque alcôve se trouvait un crâne unique placé debout sur une étagère en pierre, tous regardant vers le centre de la pièce. Il n'y avait pas de corps, pas de cercueil, seulement des crânes. Ils en comptèrent 36, au total 12 masculins, 12 féminins et 12 appartenant à des enfants. La découverte a figé tout le monde sur place. La poussière flottait à travers les faisceaux de leurs lampes. La chambre était silencieuse. Les orbites des yeux de chaque crâne étaient recouvertes d'une fine couche de poudre d'or qui scintillait sous la lumière. Plus tard, des échantillons d'os révélèrent des traces de résine de lotus bleu, la même substance trouvée dans la zone d'embaumement. Les notes de terrain décrivaient l'effet avec une clarté troublante. Ces crânes avaient été préparés avec soin. Ce n'étaient pas des restes abandonnés. Chaque crâne faisait face à une plateforme en pierre basse au centre de la chambre. Sculpté dans sa surface se trouvait l'anque, le symbole égyptien ancien de la vie. Reposant dessus se trouvaient 2 petites coupes en bronze fusionnées par une chaleur intense. L'une contenait encore une fine croûte de résidus noircis qui a ensuite été testée positive pour le sang humain. Au-dessus des alcôves courait une seule inscription écrite en grec et en égyptien. Elle disait « Ils gardent le passage et maintiennent l'équilibre ». Certains archéologues l'interprétèrent comme une prière à Isis, gardienne des enfers. D'autres croyaient que c'était quelque chose de bien plus troublant, un avertissement. Non pas que les morts reposaient en paix, mais qu'ils retenaient activement quelque chose sous la chambre. L'arrangement était précis. Chaque crâne était dépourvu de sa mâchoire inférieure. Des spécialistes en médecine légale conclurent plus tard que c'était intentionnel, une méthode de décapitation conçue pour empêcher la reconstruction. Le message était indiscutable. Quoique ce cercle ait été censé contenir, il n'était jamais destiné à être libéré. Lorsque les capteurs furent déployés, les moniteurs commencèrent à réagir. De faibles pics électromagnétiques traversèrent la pièce montant et descendant toutes les 42 secondes, le même rythme qui avait suivi l'équipe depuis leur premier jour dans le désert. Les membres de l'équipe rapportèrent une pression derrière leurs yeux, un bourdonnement métallique sur leur langue. La docteure Martinez franchit le seuil et se figea. Elle goûta le métal. Elle ordonna immédiatement que la chambre soit scellée. Ses dernières paroles enregistrées avant que le signal ne coupe brusquement étaient glaçantes. Ce n'est pas une tombe. C'est un mécanisme fait de mort. En quelques heures, la nouvelle de la chambre se répandit dans les cercles académiques et les bureaux gouvernementaux. Des images filtrèrent sur des forums privés avant que le site ne soit placé sous verrouillage total. Les réactions furent rapides et divisées. Certains exigèrent que les chambres soient scellées définitivement, d'autres poussèrent pour une divulgation publique complète. Un groupe plus restreint posa une question bien plus sombre. Si le cercle était fonctionnel et que les crânes étaient placés pour maintenir l'équilibre, alors qu'est-ce qui avait été altéré en ouvrant le passage, les implications, les conséquences s'étendaient bien au-delà du site lui-même.
Si les 36 étaient des gardiens, alors l'enterrement de Cléopâtre n'était pas simplement cérémoniel, il était conçu. Les inscriptions soulignaient l'équilibre. Le pouls récurrent correspondait à des nombres associés au jugement dans la croyance égyptienne. Rien ne semblait accidentel. Plusieurs chercheurs conclurent que la structure avait été conçue comme un système vivant destiné à fonctionner longtemps après que les rituels étaient terminés. Cette réalisation déstabilisa même les sceptiques. Peut-être que Cléopâtre était plus que la figure décrite par les historiens romains. Certains croient qu'elle a créé une tombe qui ne pourrait jamais être pillée sans conséquence. D'autres vont plus loin suggérant qu'elle a construit un avertissement qui répond encore lorsqu'il est dérangé. Si Cléopâtre a conçu son enterrement comme une arme au lieu d'un sanctuaire, que pensez-vous qu'elle protégeait? Son héritage ou quelque chose de bien plus grand? Partagez votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.